Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Tessa au micro. Une maman multiculturelle, mariée à un Français, vivant à Mexico City, au Mexique. Ici, on revient ensemble sur son héritage multiculturel qui l'amènera à naître au Mexique. Elle nous parlera aussi de ses multiples voyages en famille pour atterrir en France, pays dans lequel elle décidera de tout plaquer pour retourner au Mexique. On reviendra aussi sur son postpartum, après ses 2 enfants, et la gestion de 2 entreprises avec 2 enfants en bas âge. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Tessa. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Eh ben merci à toi de me recevoir. C'est un plaisir pour moi de venir témoigner. Oui, et merci à Aurore de nous avoir mis en contact parce que c'est très chouette toujours d'avoir le bouche à oreille qui fonctionne. Ouais. Alors, est-ce que avant de démarrer, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Bien sûr, alors avec plaisir. Alors je m'appelle Tessa, j'ai 33 ans, j'habite à Mexico City et ma famille est composée de mon mari Martin, mon fils Cosimo qui va avoir 3 ans en juin et ma fille Gala qui va avoir 1 an vendredi. Ah, vendredi? Ce vendredi, ouais. Ah, donc ça sortira, elle aura déjà 1 an. Ah, donc tu les as eu comme moi, tu les as eu super rapprochés. Gala est un bébé confinement. Ah, I feel you. Mais oui, je crois que... Mais oui, 1 an, donc oui, elles ont 1 mois d'écart. Elle est née quand, Alice? Elle est née en avril. En avril, bah ouais. Gala, elle est née là, le 25 février. Eh ben, disons que... Ouais. C'est chaud. Ça a été une année intense. Écoute, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton background familial, à savoir un peu ton melting pot familial à toi. Ouais, de mes parents. Du coup, je veux pas trop embrouiller parce que c'est vrai que c'est un petit peu un mélange de nationalités, de pays, de trucs. Donc du coup, je vais essayer de le faire assez bref. Mais donc en gros, moi je suis née dans une famille, on est 3 sœurs, je suis la petite dernière. Ouais, le meilleur rôle. Le meilleur, ouais. Ouais, on va dire que j'étais assez chouchoutée, on va dire. Donc ça c'était cool. J'ai eu une jeunesse très heureuse du coup avec mes parents qui sont donc fils d'exilés / immigrés européens. OK. Qui ont pour les situations économiques politiques dans leur pays fui leur pays et sont arrivés au Mexique. Donc le Mexique a été une terre d'accueil pour mes grands-parents. D'accord. Donc voilà, mon père est hongrois et italien. Et ma mère est catalane et suisse. D'accord. Donc ils ont fui le fascisme en Europe à l'époque, c'est ça tes grands-parents? En gros, du côté de ma mère, ils ont fui Franco. Ils étaient républicains, donc ils se sont exilés au Mexique. Le Mexique a été une terre d'accueil pour beaucoup d'exilés républicains. Donc ils se sont installés à Mexico dans les années 50. Et du côté de mon père, mes grands-parents se sont mariés au Maroc. Ils sont donc hongrois, italiens, mais mariés au Maroc. Et après, pareil, dans les années 50, le Mexique était un peu l'Eldorado. Et ils sont arrivés au Mexique et ils ont fait leur vie à Mexico. Et là où sont nés mes 2 parents. C'est dingue. Donc tes parents sont mexicains. Je veux dire, ils sont nés en terre c'est ça. mexicaine. Mes parents sont nés au Mexique. Ils sont nés au Mexique. Donc eux, c'est vraiment un grand mélange parce que eux, ils sont nés à Mexico, mais donc de parents européens. Ouais. Ils se sont connus, ils ont grandi au lycée français à Mexico. D'accord. Donc la France qui arrive un peu de nulle part parce que personne n'est français, personne n'est français, mais le lycée français c'était un peu une des bonnes écoles et là où en général tous les réfugiés, enfin les gens d'origine européenne se retrouvaient. D'accord. Donc là est arrivée la France dans notre vie. Donc c'est l'auberge française à Mexico City. Exact, c'est ça, c'est ça. Et du coup, mes parents se sont rencontrés dans la cour de récré. Ils avaient 14 et 16 ans. Ah ouais, vachement jeunes. Vachement jeunes. Ouais. Ils ont mis la barre un peu haute. Je me suis toujours imaginé que du coup, mon premier amoureux, ça allait être mon mari pour la vie. Et ils ont eu une belle histoire. Ouais, ils se connaissent depuis très longtemps. Ah tu m'étonnes. Ouais. Et donc du coup voilà, ils ont grandi, ils sont mariés au Mexique, ils nous ont eu toutes les 3. Moi je suis née au Mexique aussi. OK. Mais après pour le boulot de mon père qui travaillait chez L'Oréal, on a beaucoup bougé.
On a beaucoup bougé. On a vécu en Allemagne, on a vécu en Espagne, à Paris, un crochet par New York et après de nouveau Paris. Et voilà. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu te définis comment? Tu te définis hongroise, italienne, espagnole, suisse, française, mexicaine? C'est une très bonne question. Moi, ce qui est trop drôle de tout ce melting pot, c'est que moi, je me sens complètement française alors que je ne suis pas. C'est marrant, ouais. C'est vraiment drôle. Même moi, j'arrive pas trop à le comprendre, mais en fait, en l'analysant, je pense que c'est parce que c'est là où j'ai passé le plus d'années et surtout les années les plus fondatrices parce qu'en fait, je suis arrivée en CM2 jusqu'à la fin de mes études. Avec supérieure. Une année de pause. Ouais. Okay. J'ai fait ma première à New York, mais j'ai fait sinon tout le reste de ma scolarité et mes études à Paris. Donc en fait, et puis surtout, on parlait français à la maison. D'accord. Mes parents nous parlaient en français. Donc en fait, le français, ça a été vraiment pour moi plus culturel. Enfin, ça a été ma culture, quoi. Je me suis tout de suite sentie française depuis petite. Mais attends, comment ils se sont mis au français, tes parents? Parce que tes grands-parents ne parlaient pas français. Et justement, pour le lycée français. Ah bah oui, je suis bête. Ouais, au lycée français, en fait, tout le monde parlait un peu français. Moi, mes grands-parents, ceux qui se sont mariés au Maroc et qui sont venus au Mexique après, bah, eux parlaient français entre eux. Le français était vraiment un peu latent, on va dire, dans toutes les familles. Donc, c'est pour ça que ça a été... Et puis, en plus, pour le boulot de mon père, après, on est parti à Paris. Donc, ça s'est consolidé. Donc, tu passes tes années supérieures en France. Et à quel moment tu te dis, tiens, et si je me barrais? Et si je me barrais, exactement. Ça s'est passé en plus exactement comme ça. Bah, du coup, on avait pas mal bougé, on avait pas mal voyagé. Moi, j'étais restée faire mes études à Paris et mes parents étaient revenus au Mexique. Donc, bien avant moi, après avoir bougé un peu partout, ils s'étaient quand même dit on rentre au Mexique. Il y avait mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Et mes parents arrêtaient pas de me dire, bah, viens au Mexique, c'est génial, il se passe plein de choses. Mais attends, ils t'ont laissé toute seule en France? Ouais, bon, j'avais déjà, c'était en terminale. D'accord. Quand même, hein? Ouais. Bon, je vivais avec ma grande sœur. Ok. Je vivais avec ma grande sœur. Mais à partir de la terminale, j'étais seule, ouais. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, donc du coup, j'étais assez fière de moi. Moi, j'étais assez sérieuse dans les études, on va dire. D'accord. Ouais, donc ils t'avaient responsabilisé. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas, on va la laisser toute seule, elle va faire des bêtises, quoi. C'est ça. Et du coup, eux, ils étaient rentrés au Mexique. Et puis après mes études, bah, moi, j'ai fait du droit. Je voulais être avocate. J'ai adoré mes études et j'ai fait, bah, jusqu'au bout, j'ai passé le barreau. Et à la fin de l'école du barreau, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de vivre à Paris. Enfin, j'ai pas envie du métro boulot dodo parisien en tant qu'avocate. Mais ça s'est vraiment passé dans le RER un jour en allant à mes cours d'école du barreau. Je peux comprendre. Attends, on parle de quel RER? On parle de quel RER? Parce que... RER. Oh là là, je me souviens. Non, même c'était même pas le RER, c'était la ligne 5 pour aller à Bobigny. Ah ok, le métro quand même. Le métro quand même, mais jusqu'à Bobigny tous les jours pour aller à l'école du barreau. Bon, c'était un peu voilà, une journée grise de je sais plus quel mois d'ailleurs, où en fait je me suis juste dit, mais pourquoi je suis à Paris? Pourquoi est-ce qu'en fait je vais pas retrouver mes parents à Mexico? Mexico, ça a l'air d'être génial. Je vais essayer, je vais tenter. J'ai vraiment eu juste une espèce d'envie d'aventure, comme un espèce d'appel il y a une autre vie qui t'attend. Et moi, ma vie est assez régie par je crois quand même pas mal au destin et aux choses qui se passent pour une certaine raison. On devrait tous d'ailleurs le faire, hein, quand même. J'écoute, les signes et les trucs. Et donc du coup, un jour, je me dis, mais j'étais avec une copine justement dans le métro et je dis, mais en fait, on se plaignait comme d'hab en tant que bonne parisienne, on se plaignait et tout. Et à un moment, elle me dit, mais en fait, pourquoi toi tu vas pas au Mexique si tes parents sont au Mexique? Et là, je dis, bah en fait, c'est une très bonne idée. C'est ça ce que je vais faire. Donc voilà, j'avais toutes mes copines à Paris, j'adorais ma vie à Paris, mais il me manquait de l'aventure. Du soleil. Vraiment. Soleil et aventure. Vraiment, je comprends. Tout était centré sur l'aventure, quoi. Parce que tu nous disais que t'es arrivée en CM2, c'est ça? CM1, pardon. Donc t'avais pas de souvenir de Mexico City avant ça? Ou vous aviez juste été à droite à gauche? J'ai jamais habité, je suis née à Mexico, mais je suis partie quand j'avais 3 mois et on est parti à Barcelone. Oh, je vois. Du coup, en fait, Mexico, c'était juste, je revenais en vacances voir ma famille. Ouais.
Et c'était juste les vacances pour moi. Enfin, j'avais une image que c'était un pays génial, mais bon, je m'étais jamais imaginé vivre, vu que pour moi, la vie, c'était à Paris. Enfin, je vois. Je voyais pas pourquoi Mexico, quoi. Ok. Donc, une fois le barreau en poche, quand même, tu te dis, bah, écoute, allez tous vous faire voir. Exactement. Exactement. Ça s'est vraiment passé comme ça. Je me suis juste dit, je veux pas de cette vie-là. Je voyais très bien ce que j'aurais pu avoir, être avocate, aller au palais de justice. Enfin, et puis ça aurait pu être génial. Mais métro, boulot, dodo parisien, non. Et tu peux pas faire transférer, du coup, potentiellement, ton barreau d'avocate. Je sais même pas si ça se dit ma phrase. Tu peux pas, du coup, faire transférer ta profession d'avocate en France? À Mexico, j'aurais pu, et c'était ça l'idée. Quand je suis arrivée, je me suis dit que j'allais être avocate ici, du coup, qu'à cela ne tienne. Je me suis dit, bon, c'est quand même mes études, enfin, c'est un peu le seul truc que je sais faire. Et, quand même. Et, bon, j'ai peut-être, je sais, en tout cas, à ce moment-là, je me disais, bah, j'ai fait 7 ans d'études. Du coup, ça passe pas directement par la chasse d'eau. Bah, c'est ça. Et en plus, j'adorais, je me suis spécialisée en droit d'auteur. Enfin, j'ai vraiment, j'ai adoré mes études. Et quand je suis arrivée ici, j'ai cherché un boulot dans un cabinet d'avocats. Et rapidement, on m'a dit, bah, c'est génial, mais tu dois quand même faire une équivalence. Donc, tu dois repasser des examens, tu dois repasser des trucs. Et là, je me suis dit, non. Joyeux Noël. C'est ça. Bonne année. C'est ça. Vraiment, je me suis dit, j'avais déjà dans un coin de ma tête l'envie de monter quelque chose. Donc, du coup, je me disais, bah, c'est pas vraiment, je l'ai scindé comme ça. J'ai adoré faire les études de droit. Je les referais 1000%. Mais la pratique et être avocate, le métier d'avocat, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Du coup, en plus, en ayant à repasser des examens, et voilà, je me suis dit non. J'ai donné. J'ai déjà donné. J'ai entre guillemets perdu 7 ans. C'est ça. Je vais pas m'en rajouter une couche. Exactement. Et en plus, il y avait pas encore vraiment d'équivalence droit d'auteur au Mexique. Enfin, c'était pas exactement le même droit. Donc, du coup, j'étais pas non plus, j'étais pas à fond. Et donc, comment tu rebondis alors professionnellement quand tu arrives là-bas? Et alors, du coup, donc, je trouve quand même un boulot, dans un cabinet. Je suis restée 6 mois dans ce cabinet. D'accord. Ça m'a beaucoup plu, mais en fait, j'avais vraiment dans un coin de ma tête l'envie de monter un restaurant. C'était devenu ma passion, c'était devenu mon obsession, et je voulais faire ça à Mexico parce qu'on m'avait dit que Mexico était un bon vivier de création, d'entrepreneuriat et tout. Donc je crois que c'est quand même assez simple de créer une boîte au Mexique. Ouais. Bah là, j'en suis à ma 3e, donc c'est assez simple. En fait, ce qui est génial du Mexique, c'est que il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est un pays qui est en plein boom et qui bah, il y a un peu tout à faire. Et il y a plein de bonnes. Les Mexicains sont super contents de voir arriver des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux concepts. Et c'est surtout que les gens oublient, parce que moi j'ai appris ça à travers Aurore. C'est que Mexico City, en tout cas, c'est une énorme capitale. Il y a plus de monde à Mexico City qu'à New York City. Et c'est là tu te dis, mais quand même, waouh. Parce qu'on se dit, il y a rien de mieux que New York, mais en tout cas de plus dense. Alors que non, clairement, c'est une énorme ville. Mexico est gigantesque. C'est une ville, quand on atterrit et qu'on voit, elle est infinie. Elle est gigantesque. Elle est vraiment tentaculaire. Et en même temps, ce qui est quand même vraiment cool, c'est que il y a quand même quelques quartiers dans lesquels on vit. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas comme à Los Angeles où tu peux traverser tout Los Angeles, ça peut te prendre 1000 ans pour aller d'un endroit à l'autre. Dans mes souvenirs de grandes villes comme ça, Mexico est les quartiers, disons, dans lesquels on vit, soit les expats, soit les jeunes, c'est des quartiers assez centralisés. Ouais. Mais par contre, tu me diras, j'ai cru comprendre que t'avais pas besoin du permis de conduire. Enfin, en gros, tu payes ton permis. Ah ouais. Alors le permis, c'est toute une. Alors ça, pour le coup, prendre la voiture à Mexico City, personnellement, ça me fait un peu peur. Écoute, j'ai dû le faire en plus au tout début quand je suis arrivée dans le cabinet d'avocats parce que je devais faire beaucoup d'allers-retours et tout. Et j'ai donc acheté mon permis. Après avoir plus galéré pour avoir mon permis que d'avoir le barreau. En gros, pour moi, le permis a été plus compliqué d'obtenir que le barreau parce que je l'ai eu au bout de la 5e fois. En France, tu veux dire? En France. Je l'ai jamais eu en France. Ah, je pense qu'on est trop intellectuel.
Bah franchement, on réfléchit trop. Ouais. Après, pour moi, c'est surtout aussi un peu un thème de manque de confiance en moi / patriarcat. Mais ça, c'est un autre thème. Mais non, on n'est pas fait. Enfin, on nous donne pas les clés pour avoir confiance en nous en conduite. Et je sais pas, parce qu'en plus, pourtant, moi, je considère que je conduis bien, mais je sais pas, la pression, le truc. Mais voilà, je l'ai raté. Et je l'ai eu, je crois, une semaine avant de partir à Mexico. Une semaine avant mon déménagement à Mexico. Et j'arrive à Mexico. Et finalement, en fait, on me dit que mon permis français ne sert à rien et qu'il faut que j'aille l'acheter au supermarché du coin, quoi. Et ils te demandent même pas si tu sais conduire. Ils te demandent où t'habites. Ils te demandent des trucs comme ça, mais ils te demandent même pas si tu sais conduire. Et du coup, t'as ton permis et tu peux conduire. Alors, oui, non, conduire à Mexico, c'est tout un. Mais je pense qu'on pourrait faire un podcast entier là-dessus. Donc, je dis juste que j'ai survécu. Et voilà. Et tout, pour l'instant, tout va bien. Et, ok, donc tu arrives là-bas, tu passes 6 mois en entreprise, tu décides de créer ta propre entreprise. Exact. Et, donc un salon de thé / restaurant, c'est ça? Alors non, du coup, c'était l'idée. C'était vraiment mon idée. Je voulais monter un salon de thé-restaurant. Et en fait, et j'en parlais beaucoup autour de moi. Mon père aussi, il adore parler entrepreneuriat et création de boîtes avec moi. Donc, du coup, mon père qui bossait en entreprise depuis toujours me dit, ce qui manque à Mexico, c'est un service de catering, working lunch pour les réunions, petit déjeuner de boulot. Oui. Ok, donc les commandes de nourriture pour les entreprises. Voilà, commandes de nourriture pour les entreprises spécialisées dans les réunions de travail. D'accord. Donc du coup, autant dire que je trouvais quand même l'idée un petit peu moins sexy que d'avoir mon petit bar et mon petit truc, mais je me dis, pourquoi pas, dans le fond, si c'est un besoin, why not? Et surtout, en fait, c'était faire des box, et ça me plaisait trop l'idée de faire des box comme ça, un peu. Je m'étais beaucoup inspirée de Cogent, et un peu la box que tu peux t'imaginer si Cogent livrait pour une réunion de travail, donc faire des plats un peu, des petits sandwichs, des petites salades un peu à la française. Ouais, très sympa. Ça a bien fonctionné. Donc j'ai commencé au début seule. Après, rapidement, je me suis associée avec une Française ici qui s'appelle Anne. Et ça a vraiment, en fait, on a eu énormément de succès, quoi. Ça a vraiment pas loupé. C'était vraiment la réponse à une nécessité non résolue, on va dire. Et donc, du coup, on arrivait avec ça. Et moi, j'ai été, les 3 premières années, je me réveillais à 3h, 4h du mat, j'allais cuisiner. Au début, je cuisinais moi toute seule. Après, j'ai eu un chef. Après, au final, on était 15 en cuisine. Mais donc, ça a commencé, c'était toute une aventure de livrer des lunchbox pour réunion de travail. Ouais. Ça m'a pris pas mal d'années de vie, mais en même temps, j'adorais ça. Donc, non, c'était vraiment cool. Et puis surtout, de voir que ça marchait, c'était une satisfaction énorme. Et donc, à quel moment tu rencontres ton conjoint? Alors, Martin, je l'ai rencontré juste en arrivant aussi. Donc ça a été trop drôle parce que je suis partie de la France un peu en me disant, bon, allez, je tourne la page, je vais au Mexique, je vais rencontrer des Mexicains. Enfin, je me refais un peu toute une nouvelle vie. Et je suis arrivée le 23 octobre 2013 et ma sœur se mariait le 8 novembre 2013. Okay. Donc ça s'est bien goupillé parce que moi, j'avais l'intention d'arriver en octobre et ma sœur se mariait avec un Français, mais ils avaient décidé de se marier au Mexique. Okay. Donc, pratiquement 2 semaines après mon arrivée, 2 ou 3 semaines après mon arrivée. Et le soir du mariage de ma sœur, je rencontre Martin. Et alors, moi, je me suis dit, mince, parce que c'était pas le plan d'arriver et de sortir avec un Français. Il est de quelle nationalité, Martin? Lui, il est français 100%. D'accord. Ouais, français 100%. Il vient de Dijon. Il a quelques origines belges aussi, mais il est vraiment né à Dijon. Il a vécu en France pratiquement toute sa vie jusqu'à la fin de ses études où il a dû faire un stage de fin d'études au Mexique et il est tombé fou amoureux de Mexico. Ok. Mm-hmm. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille? Alors, si Martin était là, il dirait à quel moment donné est-ce que Tessa a décidé d'étendre la famille. Mais ça, c'est tout un autre sujet aussi. Mais du coup, alors, on s'est mariés en 2017. D'accord. Donc, 2013-2017. 4 ans après. Ouais. 2017, ouais, voilà. 4 ans après. 4 ans après. On va dire que ma relation avec Martin, j'ai pris un peu les devants, on va dire, parce que c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Et c'est moi qui ai un peu lancé plutôt l'idée bébé plus que lui. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être mère. Et donc, du coup, je voulais pas forcément attendre. En fait, je me disais, si on veut tous les deux avoir des enfants et on veut en avoir, enfin, pourquoi attendre un peu? Voilà. Donc,
Je lui ai soumis l'idée. Il m'a dit oui. Et mais je crois qu'il m'a dit oui sans savoir que en fait dire oui ça voulait dire que on allait vraiment avoir un bébé. Donc bon, au final, je suis tombée enceinte peut-être 4-5 mois après qu'on commence à essayer. Ok. Et donc voilà. Et après, s'en est suivi tout un nouveau monde et une nouvelle étape de notre vie qui a été le après bébé. Oui. Mais alors, parce que alors. Dans ce podcast, malheureusement, toutes les expériences qu'on a reçues en Amérique centrale et en Amérique du Sud font peur, vraiment font peur sur les accouchements, où c'est une boucherie, mais incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce qu'on a dit à Martin, par exemple, arrête de faire lire ta femme? Ou est-ce que est-ce qu'il a dû aller chercher son scalpel à l'hôpital pour procéder à ta césarienne, par exemple? Enfin, qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'on t'a parlé directement de césarienne sans parler de voix basse? Enfin, alors, moi, je pense que rassure-nous. Alors, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'en ai vraiment tout. Alors, je pense que pour moi, le plus important, ça a été ma gynécologue. Qui a été, en fait, c'est un autre système au Mexique. Au Mexique, c'est pas, tout est privé. Donc, du coup, c'est le suivi de grossesse, c'est la gynéco qui l'a fait de A à Z, et c'est elle qui est obstétricienne, et c'est elle ou lui, évidemment, mais c'est notre médecin qui nous accouche. Donc, du coup, il y a un énorme avantage qui est que non seulement on sait qui va nous accoucher, et qu'on a une relation super privilégiée avec notre gynéco, parce qu'en fait, elle nous suit depuis le premier jour. Ok. Donc moi, en fait, je savais très bien qu'il y avait un taux de césarienne énorme au Mexique, mais en fait, en parallèle, moi, j'avais mes rendez-vous avec ma gynéco et elle me disait non, t'es ça. Enfin, moi, je suis pro voix basse dès que c'est possible et quand tout va bien, je fais tout pour qu'il y ait une voix basse. D'accord. Le plus possible. Enfin, elle était pro voix basse, donc du coup, je pouvais pas faire autrement que de lui faire confiance. Parce que en fait c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas entre nos mains. Non, c'est clair. C'est plus une question d'hôpital au Mexique. Et donc alors comment ça s'est passé alors pour toi, pour tes enfants? Enfin, parce qu'on peut te dire oui, moi je suis pro, et au fur et à mesure du suivi de grossesse, on te dit bah non, finalement, comme tu as plus de 30 ans par exemple, bah non, il va falloir absolument faire une césarienne. Oh bah non, ton enfant il va faire 3 kilos, il faut faire absolument une césarienne. Enfin des choses aberrantes. Bah écoute, je pense que l'énorme chance que j'ai, encore une fois, c'était ma gynéco, et surtout que alors je suis devenue fan de Baby Boom grâce à ma grande sœur Christine. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est une émission C'est une française. émission de télé-réalité, maternité, c'est simple, pendant mes 2 grossesses, c'était matin, midi, soir, Baby Boom, que j'ai adoré. Et du coup, je pense que ça m'a un peu... je crois que j'étais assez lucide sur ce qui pouvait se passer aussi, ou un peu, j'en connaissais pas énormément sur le sujet, mais en tout cas, je pense que je me serais pas non plus laissée avoir par des excuses non valables. Je savais un peu pourquoi il fallait faire des césariennes, voilà, à quoi m'attendre. Et encore une fois, une confiance aveugle en ma gynéco. Mais si ma gynéco était arrivée, elle m'avait dit, t'as plus de 30 ans, je vais te faire une césarienne. Enfin, je sais très bien que j'aurais eu suffisamment d'informations pour dire, en fait, non, je vais demander l'avis de quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que c'est aussi une question de connaître, de s'informer de pourquoi, quels sont les risques d'une césarienne, d'une voix basse, et aussi encore une fois faire confiance à 1000% à sa gynécologue. Et moi, heureusement, tout s'est bien passé pour mon premier fils. Et finalement, ça a pu être une voix basse. Ça a été on a déclenché l'accouchement. Il y a pas mal de déclenchements, mais ça, je sais pas si c'est. Je pense que c'est partout, ça. C'est peut-être partout. Ouais. Et du coup, ça a été déclenché, et finalement, accouchement par voix basse, et tout s'est super bien passé. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Oh. Voilà. Donc, et pour ta fille, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, pour ma fille, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pareil, tout s'est très bien, grossesse impec et tout, mais elle était retournée, donc elle était en siège. Oh, la copine. Elle était en siège. Du coup, à la semaine 36, on a détecté qu'elle était en siège et restriction de croissance. Donc, du coup, ma gynéco a dit... non, tant pis, césarienne. Donc, mon monde s'est un peu effondré. Et au final, ça a quand même été aussi un jour exceptionnel, et je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était magnifique. Mais c'est ça qu'il faut... c'est malheureux, mais
Il faut pas non plus en vouloir d'accoucher par césarienne. C'est pas mon corps qui m'a fait défaut. Voilà, il faut être deux pour un accouchement. Et quand le bébé n'est pas favorable, enfin, c'est bien qu'on ait l'option de la césarienne. Ouais. Moi, déjà, j'ai eu 2 jours pour me préparer. Donc ça aussi, ça a pas mal aidé. Je pense qu'une césarienne en urgence, c'est aussi autre chose à avaler et à digérer et tout. Je pense qu'il y a aussi des césariennes où on comprend pourquoi ça a été une césarienne. Il y a des césariennes où justement, si on n'est pas d'accord ou si on regrette ou si on n'a pas compris, on n'a pas été informé. Moi, j'étais parfaitement informée. Je savais très bien pourquoi on faisait une césarienne et je savais que c'était pour le mieux de mon bébé. Donc, j'ai évidemment, après ça, c'est un autre sujet. Mais oui, en thérapie, j'en ai parlé et j'essaye de l'évacuer parce que qu'on le veuille ou non, ça reste quand même quelque chose qui n'était pas dans mon programme. En plus, j'avais eu un accouchement vraiment merveilleux avec mon premier fils, donc j'étais juste déçue. Mais bon, au final, on avance. Oui, exactement. Et alors, comment se sont passés tes retours à la maison, notamment avec ton premier, parce que clairement, c'est quand même le plus impactful, qu'on se le dise. Comment s'est passé le retour à la maison avec Cosimo? Mal. Mal. Je vais pas te mentir. Du coup, je pense que en effet. Alors déjà, autre chose, c'est que on accouche au Mexique et que comme donc c'est des hôpitaux privés, on reste pas très longtemps à la maternité. Donc moi, j'ai accouché de Cosimo un jeudi et le vendredi, j'étais chez moi. Ouais. Donc du coup, au bout de 24 heures, t'arrives chez toi avec un micro bébé de 2,6 kg, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, c'est déjà, je trouve que en France, le fait de rester quelques jours à la maternité, ça nous aide un peu à prendre confiance en nous. Là, au Mexique, le retour à la maison le lendemain, je trouve que c'est un peu un choc. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai eu un peu le combo jackpot gagnant, postpartum qui se passe mal, qui a plusieurs facteurs. Du coup, je te les fais un petit peu rapidement, mais comme je te disais, je pense que pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'analyser de pourquoi ça s'est mal passé. Ouais. Il y a un peu les clés de comment ça pourrait s'être mieux passé. Mais premièrement, je pense que j'avais des expectatives très élevées. Enfin, moi, l'expectative de qu'un bébé, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver dans un monde, dans la vie d'une femme de parents, et versus la réalité, qui était un peu un choc. Grossesse incroyable, trop belle, pendant 9 mois, on est un peu entouré d'une lumière incroyable, et au final, la réalité de la violence et la difficulté que c'est le après. Aussi, j'ai eu aucune préparation. En fait, j'ai pas du tout eu, tu vois, le mois d'or, le livre du mois d'or et tous ces trucs-là que j'ai lus après. Je m'étais jamais posé la question du après. Enfin, c'est un peu le truc bateau typique de qu'on te prépare à l'accouchement et on te prépare pas au après. Et moi, en fait, je m'étais toujours dit, mais en fait, après, ça va très bien se passer vu que je suis faite pour être mère. Il y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc, je m'étais pas préparée. Alors qu'en fait, après avoir lu le mois d'or, je me rends compte qu'il y a plein de petites choses à mettre en place juste pour que ce soit un tout petit peu plus doux. Après, pas de repères non plus. Ma mère, elle m'avait jamais parlé du postpartum. Ma grande sœur, qui avait eu des bébés avant moi, m'en avait jamais parlé. Donc, j'avais vraiment personne qui m'avait parlé de tout ça. Enfin, j'avais jamais vraiment du tout entendu. J'en avais pas entendu parler. Autre chose, un mari qui était pas très bébé. C'est tout un autre thème, mais en fait, lui, il est très content d'avoir des enfants, mais de la période bébé, c'était pas son truc. Donc lui, il est retourné bosser au bout de 3-4 jours. Ah oui. Parce que ça l'intéressait. Enfin, voilà, quoi. Il y a un bébé, ok, c'est cool, mais en fait, j'ai d'autres choses à faire. Désolée, mais Martin, est-ce que quand tu m'entendrais. Ok, mais donc du coup, t'avais du monde pour t'aider quand même aux alentours, tes parents par exemple? J'avais mes parents qui étaient là et j'avais. Ils étaient venus pour l'arrivée de Cosimo. J'avais une femme qui m'aide toujours, qui était là. Mais en fait, on a beau avoir toute l'aide du monde, c'est tellement une solitude psychologique, c'est un mal-être psychologique que je pense qu'il peut être pallié par certaines, par de l'aide et tout, mais il faut de l'aide de gens empathiques vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, autour de moi, personne ne me comprenait, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment le plus. Mais c'est marrant parce que je te comprends, mais à 3000%. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pareil, il y a pas de. Ou alors il faut que tu payes, mais vraiment c'est cher les préparations à l'accouchement. Ouais. Et même c'est des préparations à l'accouchement, c'est pas la préparation au après. Au après, ouais. Et donc du coup, quand tu te prends le camion en pleine tronche, c'est là où tu te dis en fait je vais peut-être me documenter. Ouais. Et tu te dis c'est pas si anodin que ça.
Et je te rejoins, mais à 1000% sur les expectations. Ah ouais. Moi, je me dis, mais ça va, les gars, ils abusent, personne n'en est mort. Enfin, je veux dire, on est tous parents, ça va bien se passer. L'allaitement, bon, bah, ils doivent être à l'agonie. Je veux dire, moi, je vais y arriver, tu vois. Je suis pas plus con qu'un autre. Enfin, je partais aussi ça où je me disais, ok, c'est simple, on va faire ça. Et par exemple, par rapport à toi, moi, j'ai un mec qui est super, genre, on top of it, tu vois. Il m'aide sur tout. Et je dis bon bah vu que là on se débrouille bien, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Sauf que j'ai l'impression que quand tu mets au monde cet enfant, tu mets au monde un monstre, je sais pas, un instinct primitif où tu deviens un monstre clairement. Et mais par contre, je sais pas, enfin est-ce que du coup maintenant que tu compares avec ta fille, est-ce que tu t'arrives quand même à noter une différence parce que pour ma part, par exemple, les expectations que j'avais pour mon fils, clairement, je suis partie pour mon deuxième en disant des expectations, il y en a pas. Comme ça, on s'en sort bien. Pareil pour l'accouchement, si ça finit mal, bah tant pis. Encore une fois, c'est pas de mon gré, je peux pas contrôler ça. Bien sûr. Et finalement, c'était beaucoup plus fluide pour le deuxième, tu vois. Toi, t'as eu 2 accouchements par voie basse? Ouais, mais bon, moi, la deuxième, elle regardait le ciel. J'ai mis 2 heures à pousser. Et en gros, le médecin m'avait dit, parce que c'est ton deuxième enfant, on t'a laissé, on aurait pu te laisser pousser 3 heures de plus. Mais crois-moi que normalement, quand c'est une première grossesse, les sunny side eggs position, ça finit en césarienne. Hein. Ah ouais. Et puis de toute façon, je le sentais. Hein, je sentais genre, you're doing so great, you're doing so great. Il va falloir qu'on fasse une anniversaire. Il murmurait là, genre, me prenez pas pour un bleu. Je suis pas un jambon. Je comprends ce qui se passe. C'est pas genre, non, j'imagine. Mais ils ont réussi à la retourner du coup, ou elle s'est retournée? Non, j'ai réussi. Je pense que la péri, mine de rien, tu vois, parce que c'est ça aussi qui est embêtant à l'hôpital, c'est qu'on te pousse à faire des péris. Donc j'avais fait ma péri pour ma deuxième, sachant que j'étais quand même pas. J'étais pas pour parce que ça me donnait des frissons, ça me grattait partout et je disais moi j'ai pas envie d'une péri. Il m'avait un peu poussé à le faire genre mais vous savez on a le temps, allons-y. Bon allez pourquoi pas. Et mine de rien j'étais contente parce que visiblement c'était quand même douloureux vu qu'elle était en Sunnyside. Et quand la péri a commencé à partir parce que j'avais plus le temps de rappuyer sur le bouton. J'ai commencé vraiment à capter quand pousser et tout, et mine de rien, petit à petit, elle a commencé à bien descendre, tu vois. Trop chou. Mais bon, elle était déformée, la pauvre, elle ressemblait à rien quand elle est sortie avec une bosse sur le front. Je vois très bien. Oh non. D'où l'intérêt de mettre des chapeaux, d'ailleurs. De mettre des chapeaux, mais surtout aussi de voir des vidéos avant. Moi, c'est ce que Baby Boom m'a servi, c'est que je voyais plein de bébés qui naissaient comme ça. Du coup, mon fils est né comme ça, avec la tête vraiment... type Maya, et Martin, mon mari, il était en mode, mais attendez, mon fils a un problème, mais pourquoi vous êtes tous, pourquoi vous inquiétez pas? Et en fait, il faut savoir que ça peut se passer. Ils sont déformés, ils sont moches, les pauvres, ils sont violés. Chouchou. Mais bon, du coup, je pense que, ils sont trop chauds. Moi, à l'hôpital, il les tartine d'une crème qui sent incroyablement bon. Et du coup, moi, à chaque fois, quand ils me le, parce que c'est ça, à l'hôpital, ils te le prennent. Ici, à Mexico, en tout cas, c'est le grand truc, c'est qu'ils te les prennent pendant 4-5 heures, le temps que toi tu te remettes, pour que eux soient en couveuse. Et moi, malgré tout ce que tout le monde m'a dit, moi, j'étais quand même trop contente les 2 fois parce que t'as le temps de te remettre un peu de tes émotions. Et après, t'auras toute ta vie, toutes les heures pour t'en occuper. Donc, je pense que ces 4 petites heures au début, bon, évidemment, ça n'a rien empêché pour l'allaitement. Les 2 allaitements sont bien passés. L'attachement s'est très bien passé aussi. Moi, j'étais contente d'avoir ces heures post-accouchement pour me reposer. Mais du coup, juste pour revenir à ta question, je pense que le deuxième, pour moi, ce qui a été compliqué, c'est justement que c'était la césarienne qui m'a vraiment bloqué physiquement, non? Physiquement, mentalement, de pas pouvoir t'occuper de ton premier aussi comme tu voudrais t'en occuper, d'avoir mal. Surtout, et ça fait parce qu'on rappelle, ils ont combien, toi? Ils ont 20 mois d'écart? Ils ont 22 mois d'écart. Donc en fait, quand Gala est née, c'était encore un bébé, et puis c'est surtout, on a une relation super forte, lui et moi, je voulais vraiment pas arrêter ça. Donc je voulais faire la même chose que je faisais avant, sauf que avec une césarienne, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire pareil le premier mois, en tout cas. Et la récupération physique, très difficile, longue pour moi, et mentale surtout, que ça se remette tout en place. Et pour moi, les postpartum aussi, c'est
je le vis mal parce que c'est une privation un peu de ma liberté les premiers mois. Et je le vis vraiment comme je suis sur un nuage de joie de mon bébé et tout, mais dans ma vie du quotidien, ça me prive d'énormément de choses. Et du coup, je le vis mal. Mais tu trouves que c'était vraiment que les premiers mois? Ah non, pour moi, c'est 1 an. Mais les premiers mois, on va dire vraiment intense postpartum, mal, vraiment vulnérabilité, douleur, tout. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, les 3-4 premiers mois. Mais en tout cas, le postpartum global, où je sens que je reprends ma vie, c'est au bout d'1 an. Et du coup, ça, c'est aussi un truc qu'il faut qu'on arrête il faut pas mentir aux parents. Ça dure, pour moi, c'est l'année après le bébé qui est compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que, moi, quand je vois les accompagnements postpartum, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent net à 3 mois. Ah ouais, non. Alors que c'est à 3 mois que ça commence les vrais problèmes. Exactement, parce que je sais que nous, à chaque fois qu'on s'est pris un tsunami d'engueulade avec mon mari, c'est quand les enfants avaient 6 ou 7 mois. Ah ouais, bah c'est ça n'a jamais été avant, ça a été genre 6 ou 7 mois, genre bam, le mur. Au début, t'es un peu sur ton petit nuage au début, quand même ils dorment, au début c'est un petit peu et au bout d'un moment, en fait, ils dorment plus, ils sont beaucoup plus éveillés, il y a beaucoup plus et puis la fatigue s'enchaîne et se cumule et tout, et donc je pense que 6-7 mois c'est la catastrophe. Et moi, pour revenir à mon premier aussi, c'est que mon bébé, le premier, ne dormait pas, avait énormément de mal à s'endormir. Donc ça, pareil, en fait, la fatigue, c'est ça le nerf de la guerre. C'est vraiment la fatigue qui plombe absolument tout. Et du coup, ça fait que cette période est compliquée. Et pareil, l'expectative de que les enfants font leur nuit, tu vois, 2-3 mois, ça c'est une énorme joke aussi. Et c'est juste que on se met des énormes pressions qui sont complètement irréalisables, au lieu de dire juste, je pense, la vérité, qui est que la première année est difficile. Et qu'il faut tenir le coup. Et avec le couple, bah oui, ça c'est aussi tout un autre thème. Ah oui. Mais donc s'il dormait pas la nuit, est-ce que vous arriviez à vous relayer avec ton mari, par exemple? Ouais. Alors il dormait très très mal. Il avait énormément de mal. Moi, dans mon combo gagnant postpartum aussi, j'ai eu une angoisse postpartum énorme, un peu non diagnostiquée, mais tu sais typiquement vraiment angoisse plus quoi. J'étais sûre qu'il allait mourir à tout moment, toutes les 30 secondes j'allais le checker, pas que la nuit, tout le temps. Et du coup, la grande question, c'est est-ce que mon angoisse a fait qu'il dormait pas bien? J'en sais rien, je saurais jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait pas dormir et les siestes, il pouvait que les faire sur moi. Pendant sa première année. Toute sa première année, les siestes, c'était que sur moi. Donc, heureusement, on était confinés, entre guillemets, heureusement. Mais c'est que j'avais pas grand-chose d'autre à faire, donc j'ai un peu accepté de let go. Mais aussi, le grand truc, c'est que de 0 à 6 mois, en fait, j'étais complètement dans le flou total. J'avais aucune idée de ce qui m'arrivait, je comprenais rien. Et c'est au bout de 6 mois, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, que j'ai dit qu'un monde s'est ouvert à moi, et j'ai dit ah ok, en fait c'est ça ce qui m'arrive, c'est ça le truc. Ok, je suis pas folle, mais ça m'a mis 6 mois, et donc c'est 6 mois trop tard. C'est 6 mois que j'aurais pas dû passer aussi seule dans une incompréhension aussi floue. C'était je savais vraiment blackout de ma vie. Et du coup, un peu dans les leçons que j'ai tirées, je pense que ce qui nous manque énormément et un peu partout dans le monde, c'est il y a le suivi du pédiatre qui est très bien, il y a le suivi de la gynéco plus pour la femme, mais en fait, il n'y a pas un suivi mental obligé, parce qu'en fait, si c'est en option, les gens vont jamais vouloir aller voir un psy parce que tu vas voir, c'est un tabou énorme d'aller voir un psy, où tu as l'impression que c'est quand tu vas vraiment pas bien ou quand t'es un peu fou. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a permis d'aller 1000 fois mieux. Et si ça avait été un peu conseillé ou que c'était pas tabou et que tout le monde le faisait, je pense que j'aurais plus rapidement appelé un psy ou en tout cas cherché une aide mentale, une aide on va dire pour ma santé mentale, et ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense d'avoir un professionnel qui m'explique ce par quoi j'étais en train de passer, au lieu de devoir passer par autant de mauvais moments. Ouais. Et non, mais c'est clair. Mais alors, quels outils tu t'es mis quels outils t'as réussi à avoir en main pour mais alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que je l'ai même pas, pour te dire, je pense que c'est parce que mes enfants étaient aussi rapprochés. J'ai même pas pu vraiment avoir le recul suffisant de ce qui m'était arrivé dans mon premier postpartum pour le mettre en place pour le deuxième. Je commence à peine à avoir les clés maintenant que Gala a 1 an. Donc bon, c'est trop tard pour moi, mais ce que j'aime penser que je peux au moins aider mes copines et les femmes autour de moi qui auront des enfants. Moi, selon moi, je pense que le discours est un peu trop polarisé entre la maman sacrificielle et le tout pour ton bébé, le laisse pas pleurer une seule seconde, prends-le dans tes bras, donne-lui le sein. Vraiment,
maman sacrifice, quoi. C'est vraiment, et avec des conseils qui sont un peu bêtes, enfin, typique le dors quand le bébé dort. Ben non, c'est pas possible. Je peux pas dormir quand le bébé dort. Ça, c'est vraiment un truc tellement con. Pardon. Non, mais c'est vrai, c'est réaliste. C'est vraiment bête. Enfin, dors quand le bébé dort, c'est le truc le plus vraiment bête que j'ai entendu. Et c'est un discours sacrificiel, de la mère, dans lequel je suis tombée à 1000%. Je pense qu'il y a des moments qui tombent pas forcément dedans. Mais l'autre discours qui me plaisait pas du tout non plus, c'était laisse-le pleurer, prends des nounous directement, sors, pars avec il y a pas de milieu. Et il y a pas de milieu. Ouais. Il y a pas de milieu. Là où on peut trouver un milieu, c'est d'avoir justement un mari qui te dit oh. Tu vois, 1000%. moi je me rappelle que je serais facilement tombée, comme toi tu le dis, dans le sacrifice si mon mec n'avait pas été là pour me dire non, attends, là on a essayé de le mettre dans le lit, on a essayé de le faire marcher, à un moment donné ça marche pas, stop, il retourne dans son lit, on le laisse pleurer 10 minutes, personne ne va en mourir et nous on va pouvoir se calmer, tu vois. Et à un moment donné je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit un peu plus réfléchi et pas trop dans le genre le moulin et dire ok, stop. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que mon mari, il m'a totalement dit ça, mais en fait, j'acceptais pas ça venant de lui. J'acceptais pas ça venant de lui parce qu'en fait, moi, je m'étais tellement renseignée. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment l'encyclopédie et puis moi, c'était vraiment justement éducation positive, enfin bienveillante, mais ça me venait de moi. Enfin, c'était vraiment ma façon de faire. C'est pas que j'imitais ou je pouvais pas de manière raisonnée laisser pleurer une seule seconde mon fils. Alors, est-ce que c'est parce que j'entendais les discours de que si tu laisses pleurer, ça génère du cortisol et que le stress, que je sais pas quoi. Mais c'est ça qui est, et pour me documenter, c'est ça qui est vraiment néfaste aujourd'hui, je trouve, aux femmes. C'est que on peut et on doit en fait laisser pleurer cet enfant. Ça n'existe pas un enfant qui va s'endormir comme ça dans tes bras et que tu vas pouvoir poser gentiment dans son lit. C'est genre non. Et de toute façon, tu t'en rends compte avec. Je pense que tu t'en es rendu compte avec ta deuxième. C'est que tu peux pas. Moi, ma fille, je suis obligée de, entre guillemets, sacrifier ses pleurs, la mettre dans son lit parce qu'il faut que je gère à un moment donné, tu vois. C'est horrible. Non, franchement, c'est horrible, mais aussi, je pense que dans le discours entre deux qu'il devrait y avoir, que là, je commence à voir à peine la semaine dernière, je commence à voir un peu des posts là-dessus, c'est marrant d'ailleurs. Mais en fait, c'est un truc de, si t'as décidé d'être une maman qui va pas laisser pleurer son bébé, qui va s'en occuper, qui va tout lui donner, ok, fine, parce que de toute façon, je pense que quand une maman a décidé ça, qui que ce soit dans son entourage qui lui dira autre chose ne le fera pas, mais au moins des trucs tout cons, genre, ok, il faut que dans la journée, tu remplisses un tout petit peu ton réservoir émotionnel à toi pour pouvoir gérer après. Donc si t'aimes la musique, écoute une musique qui te fait du bien, prends-toi ton café, c'est important que tu prennes, mais des trucs vraiment basiques de survie. Mais qu'en fait, prends une douche. Tu éteins totalement quand t'es en postpartum. Tu l'éteins et comme tu dis, il faut qu'il y ait ton mari qui te dise ça parce que moi, ça m'aurait plus servi que mon mari me dise t'es ça là, il faut à tout prix, je sais pas, genre prends ton café, prends ta douche, fais quelque chose, mais qui soit pas dans l'extrême de laisse-le pleurer parce que ça m'aurait pas plu. Tu vois, je voulais pas le laisser pleurer, donc c'était pas une bonne solution pour moi. Mais en revanche, si peut-être j'avais eu mon réservoir émotionnel plus rempli de petits détails comme ça, et ben j'aurais été plus forte psychologiquement pour affronter cette période. Et mais ça, malheureusement, j'ai jamais entendu. Mais c'est ça où, encore une fois, je pense que la place du partenaire, donc enfin ta femme ou ton mec, tu vois, et la façon dont c'est communiqué, je pense que c'est important que tu dis ça parce que moi, je me rappelle pour mon mari, par rapport à maintenant, avec ma fille, il y a 2 façons de communiquer qui étaient différentes. La première, j'aurais tellement pu le prendre pour moi personnellement. Oh, ok, t'es en train de me faire un reproche, alors que non, c'est pas un reproche. Il veut pas te faire du mal, il essaye de t'aider. C'est juste que la façon dont c'est dit, bien sûr, c'est pas bien dit. Enfin, à l'instant T. Et nous, par exemple, quand notre fille est née, on s'est rendu compte qu'on était en train de retomber dans les mêmes tranchées. Et c'est mon mec qui m'a dit, ok, il faut qu'on aille faire une thérapie de couple. Parce que il faut qu'on trouve des moyens pour communiquer davantage, pour communiquer mieux. Le but, c'est de s'en sortir. Et je te jure, et je jure à toutes ces personnes qui nous écoutent. Ça a tout changé. Mais oui. Mais oui. Et franchement, et je trouve ça bien parce qu'on l'a fait. Parce qu'en général, quand les gens font des thérapies de couple, c'est trop tard. Le mal, les torts, les reproches ont déjà été trop loin. Là, on était vraiment, on s'aime. On vient d'avoir un autre enfant. Notre communication est toujours foireuse. Il faut qu'on se donne les outils pour mieux parler ensemble. Ah, c'est clair. Bah, ça c'est primordial. Et ça, c'est une thérapie de couple. Je pense que c'est nécessaire quand il y a des tensions en couple. Mais je pense qu'aussi une thérapie chacun de son côté parce que, en tout cas, pour moi, ça a été un bouleversement tellement grand de devenir mère. J'ai tellement
j'avais aucune idée que j'allais devenir un type de mère, que ça allait transformer ma vie à ce point, que c'est un chamboulement trop fort pour pas être accompagnée. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais il y a juste tu deviens une autre personne. Moi, je pense que je suis devenue une autre personne, et comme toute transformation, il faut être accompagné. Quand on perd ses repères, on perd complètement ses repères, et notre priorité change complètement. Moi, ma vie est complètement, il y a mes enfants avant tout, et alors, c'est ça le truc, c'est que mes enfants sont avant tout, mais rapidement, je me suis rendu compte, oui, mais il y a aussi moi, et il y a aussi mon couple, et il y a aussi mon mari. Tout ça, c'est ce qui est super difficile à remettre en place, parce que pour moi, le plus important, c'est celle qui a le plus souffert de ça, c'est moi, je pense. Et il fallait que je me remette au centre de cette équation. J'avais été complètement mise à côté, et je pense quand même que c'est à cause des discours qui m'ont fait d'une manière croire que plus je sacrifiais, plus je donnais tout, ben, meilleure mère j'allais être. Alors que je pense que c'est absolument horrible de faire ça. Mais alors aujourd'hui, si tu veux en parler, mais aujourd'hui avec ton mec, aujourd'hui, ça se passe mieux. Vous avez passé la vague. On a passé la vague. Déjà avec Cosimo, ça a été au bout d'1 an. Au bout d'1 an, on s'est re-aimé. Du coup, on a fait un deuxième bébé. Non, enfin, on a été suffisamment fort de nouveau pour faire un deuxième bébé. On était trop excited d'avoir Gala, on était trop contents. Finalement, Gala est né, on est retombé exactement comme tu dis, dans le même, tu vois, on n'avait pas appris, on est le même schéma, où je me suis juste dit, Martin et moi, on n'est pas bons parents de tout petit bébé, parce qu'en fait, on le vit complètement différemment. Moi, ma vie s'arrête pour mon bébé, et Martin, il est un peu plus équilibré à ce niveau-là. On va dire que lui, la vie continue, sa vie professionnelle continue, sa vie sociale continue, tout continue. Moi aussi, c'est le privilège, je pense quand même, des pères et des hommes, c'est que ils peuvent beaucoup plus rapidement prendre leur vie comme avant, alors que moi, non, c'est trop de choses qui m'ont pas permis de reprendre la vie. Et maintenant, au bout d'1 an, pareil, au bout d'1 an de Gala, tout va mieux, et on se réaime très fort. On n'aura pas de troisième enfant, mais on se réaime très très fort. Donc c'est cool aussi de traverser ces vagues, parce que je pense que ça nous rend encore plus forts, et ça, c'est ce qui est magnifique de devenir parents ensemble. Après, je pense qu'il y a aussi deux types de personnes. Il y a les personnes qui adorent la phase genre bébé, nourrisson, ils sont mignons. Moi, ça me gonfle. Et je suis une femme, tu vois, mais moi, ça me gonfle. J'ai l'impression de perdre mon temps. Ok, là, il est en train de dormir sur moi, mais je pourrais en train de passer l'aspirateur, tu vois. À chaque fois, je suis genre, c'est ça. Mais c'est vraiment marrant, parce que c'est vraiment en même temps d'être complètement émerveillée par ton bébé, mais en même temps aussi, moi, là, arriver à dire au bout d'1 an, la première année de mes bébés, j'en profite. Moi, je suis pas bien. Donc, j'aime être avec mon enfant et tout ça, mais dans le fond, moi, je suis vraiment complètement déstabilisée par ça. Et en fait, du coup, oui, admettre que c'est pas mon année préférée, quoi. Je préfère 1000 fois quand il commence à avoir 15 mois, 18 mois. Et là, mais on est d'accord. Et c'est vraiment, et en même temps, je comprends, il y a peut-être des femmes qui le vivent 1000 fois mieux, parce que peut-être que justement, elles tombent moins dans ce truc sacrificiel, et qu'elles arrivent à en profiter. Où les enfants sont plus, cool. Il y a aussi un plus gros écart. Tu vois, j'ai une copine en tête où son fils a 5 ans, il est à l'école, tout se passe bien. Quand t'as les deux rapprochés, t'as tellement la tête dans le guidon déjà avec le premier que, C'est vraiment ça. T'as vraiment 2 bébés à la maison, et t'as un peu l'impression d'avoir enchaîné. Tu vois, là, je sens que c'est 3 ans de m'être mis à l'écart un peu de mes propres envies, mes propres désirs, un peu et là, de reprendre ça au bout de 3 ans. Mais bon, en même temps, évidemment que c'était magnifique aussi, et que tu gardes que les bons souvenirs, mais c'est des années. C'est un choix de vie aussi. Moi, je me dis, écoute, ça va être cool moving forward, tu vois, ils vont être plus grands, ils vont jouer ensemble. Là, je vois déjà, je me dis, bon, c'est chouette. Et puis, je pense que c'est aussi un big step de accepter que c'est pas des phases qu'on a adorées. Tu vois, moi, j'ai mis du temps j'ai adoré d'ailleurs le livre de Cécile Doherty-Bigara, Nouvelle mère, qui a été un peu une libération pour moi, où elle a accepté de dire, mais en fait, moi, la première année, j'en ai pas profité, j'ai pas aimé être mère cette première année, parce que c'était dur, quoi. C'était vraiment trop dur. Ça ne fait absolument pas de moi une mauvaise mère, évidemment que non. Mais j'ai juste pas aimé, et c'était dur. Et voilà. Et maintenant, ça va aller mieux, et tout va aller mieux. Mais voilà, t'acceptes que c'est des phases de vie différentes, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, j'aimerais bien porter un message sur le fait que c'est pas parce qu'on se dit qu'on n'aime pas
le bébé, la phase bébé, qu'on est une mauvaise mère. Mais oui, exact. Mais voilà, mais ça, c'est tellement dur parce que dans le discours, c'est impossible de dire ça. Tu sais, quand t'arrives avec ton bébé de 3-4 mois quelque part et que tout le monde te dit « Ah, tu dois être trop contente », et tu vas pas dire « Non, franchement, je suis en train de galérer de ouf. » Genre, non, je suis pas du tout... Non. Donc, du coup, tu mens et tu te mens à toi-même et tu mens à tout le monde et tu mens jusqu'au jour où tu dis « Non, pourquoi est-ce qu'on continue à perpétrer cette espèce d'image qui, pour certaines, très certainement, c'est magnifique et c'est que des papillons et c'est trop cool et tant mieux pour elles. Mais la réalité, c'est pas ça. Enfin, c'est impossible que ça soit ça. Et il faut juste en parler. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui, on en parle tellement plus. Et ça va tout changer pour que aussi les gens comprennent plus cette phase. Moi, je pense que l'important, c'est d'en parler, de la comprendre et de l'anticiper. Et du coup, ça fera que on pourra mieux la vivre. Et c'est tout ce que je souhaite. Ok, donc comme tu le mentionnais, donc avoir 2 enfants / bébés quand même à la maison, comment tu gères ton entreprise? Est-ce que tu faisais toujours tes livraisons de boîtes? Non, alors du coup les livraisons de box, ça s'est arrêté juste avant la pandémie. Après mon retour de congé mat, on s'est séparé avec mon associé, donc ça aussi ça n'a pas fait en sorte que le postpartum se passe mieux, mais donc en gros j'avais un bébé de 5 mois à la maison et je me séparais de mon associé, donc ça n'a pas été trop facile non plus, mais voilà, on s'est séparés, on n'arrivait plus trop à travailler ensemble, donc j'ai vendu mes parts. Elle a gardé la boîte. Moi, j'ai eu un coup de cœur total pour une idée de boîte qui était des draps, donc linge de lit, une marque de linge de lit. D'accord. J'ai commencé à monter ça, il y a eu la pandémie, donc du coup pendant 6 mois, c'était être avec mon bébé et monter la boîte tranquillement. Vraiment, c'était mais avec Cosimo toute la journée parce qu'on était en pandémie, enfin en confinement, pardon. Et je bossais comme je pouvais. Enfin, heureusement, il y avait mon mari et on se relayait un peu tous les deux. Je me souviens, en confinement, c'était vraiment le matin, je m'occupais de Cosimo et lui, il pouvait travailler, et l'après-midi. Ah, on faisait pareil. Et tu sais, c'était vraiment la sieste, tous ces genres. Et c'était à la minute près. Enfin, c'était vraiment, tu sais, et c'était horrible parce que je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement la mauvaise maman qui voulait, mais en fait, c'est que c'était un truc de survie, quoi. Enfin, il fallait que j'ai du temps pour moi. Et du coup, on s'engueulait comme ça. Mais attends, mais moi, hier, je m'en suis occupée 30 minutes de plus et maintenant, c'est toi. Et maintenant, je me sentais trop mal pour mon fils. Tellement les mêmes choses. Ah ouais. C'était dur. Mais donc, j'arrivais à avancer doucement sur ce projet de drap. Après, je suis tombée enceinte. Pendant la pandémie. Et en gros, je pouvais pas, je me disais, voilà, j'ai 9 mois devant moi pour monter une boîte avant de repartir en congé, après de repartir en postpartum et tout. Donc, les draps, c'est un petit peu lourd à mener toute seule. Je vais monter une autre boîte en parallèle qui était une marque d'habits d'enfants de seconde main. Parce que je me disais, ça va être plus vite. J'achète les habits, je les revends, je monte ma marque. Je pourrais le faire. Je voyais ça plus facile à faire en étant enceinte et en ayant un bébé. Heureusement, en parallèle, j'ai trouvé une associée pour les draps qui est tombée folle amoureuse du projet et qui a dit, OK, je le fais avec toi. Je comprends, toi, t'as ton autre boîte, t'as tes bébés, t'as tes trucs, mais il faut pas qu'on arrête les draps parce que c'est génial, ça va être trop cool. Du coup, ça a continué. De là, j'ai eu, pendant tout ce temps, c'était plus la pandémie, j'ai eu Cosimo dans une petite garde partagée avec une copine. On a mis Cosimo chez ma copine, garde partagée, avec une nounou le matin, une nounou l'après-midi. Donc Cosimo était toute la journée à sa petite garde partagée. Donc de 9h à 18h. Chouette. Oui, donc c'est une nanny chère, c'est ça, vous partagez une nanny? Voilà, exact. On partageait une nanny. Chez ma copine, c'était vraiment le scénario parfait pour moi parce que du coup, il était chez ma copine, donc je savais que c'était... Oui, voilà, out of the house. C'est ça, pas à la maison, mais en même temps dans une atmosphère quand même homey. Oui. Et avec sa copine, du coup, il avait une petite fille avec qui il grandissait, toute la journée. Ils étaient tous les deux au lieu d'être seuls à la maison. Je me disais que pour lui, c'était vraiment bien. Donc, j'avais vraiment l'esprit tranquille de que Cosimo était toute la journée. Il passait sa meilleure vie à la garde partagée. Donc ça me donnait du temps et de l'espace mental pour pouvoir travailler. Pour moi, c'était super important d'avancer sur mes projets. Aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'adore être mère, j'adore être la mère de Cosimo, mais j'adore aussi ma liberté et faire mes projets. Et du coup aussi, ça a été un process d'accepter ça. En fait, non, j'ai pas envie d'avoir Cosimo à la maison toute la journée. Moi, à un moment donné, j'en peux plus. Lui, il en peut plus. On en peut plus tous. Pourquoi se forcer, tu vois? Gala est né.
Et là, bah, ça a été un peu le chaos parce qu'autant pour Cosimo, j'ai eu un peu congé mat quand même parce que ma première boîte était un peu plus installée, donc j'ai pu partir. Là, quand Gala est né, bah, en fait, j'ai tout de suite réenchaîné sur le boulot. Je me suis pas vraiment donné un temps même si c'était entre guillemets congé mat, bah, en fait, c'était quand même moi à la tête des deux boîtes, donc je répondais à mes associés à gauche, à droite et tout. Donc aussi, ça a été un peu difficile, de pas avoir une vraie pause, quoi. Mais alors, pourquoi avoir voulu créer une entreprise dans l'entre des deux enfants plutôt que d'essayer... Enfin, je comprends que les draps soient lourds et du coup, en termes de maintenance, ça peut être plus compliqué. Ouais. Mais pourquoi ce choix-là de vouloir faire deux entreprises? Non, mais enfin, ça peut te paraître bête comme question. Non, mais, pas du tout. Je me la pose tous les jours. Pourquoi En fait, je pense que les draps, c'était vraiment ma boîte coup de cœur. Enfin, je me suis dit, il faut que je fasse ça. J'adore ce concept, j'adore cette idée. Ça manque terriblement à Mexico d'avoir une marque de linge de lit, mais financièrement c'est lourd et logistiquement c'est lourd. Il fallait que je trouve un fournisseur au Portugal, il fallait que j'importe les draps. Enfin, tout me paraissait un peu compliqué, tu vois. C'était vraiment une boîte. C'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain. Et rapidement, j'allais quand même j'allais rapidement ne plus avoir de fonds, donc j'ai un peu paniqué et surtout je me suis dit ça va mettre longtemps les draps à se mettre en place, très longtemps. Et moi j'avais besoin de faire quelque chose dans mon day to day. J'avais besoin d'avoir quelque chose, un projet, y aller. La seconde main, ça a été un coup de foudre total pour moi quand j'ai commencé à acheter des habits pour Cosimo. J'ai commencé à avoir le stock d'arriéré. Ah ouais, non, c'était horrible. Je pouvais pas acheter neuf ici au Mexique. Je pouvais pas acheter des habits neufs. Donc du coup, j'ai commencé à acheter de seconde main quand il avait 6 mois. Et là, je me suis dit, en fait, ça, c'est génial. Et donc, j'avais dans un petit coin de ma tête ce truc de me dire la seconde main pour enfants, c'est génial aussi. Mais bon, j'étais dans les draps, il y a eu le confinement. Mais c'est vrai qu'il y a pas vraiment, c'est pas très logique. J'aurais pu me dire, je continue les draps doucement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais non, j'avais besoin quand même de faire un truc en day-to-day. Dans le day-to-day. Et j'étais vraiment convaincue aussi que la seconde main, c'était un super business. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais monter les deux boîtes et tout, voilà, assez optimiste et assez rêveuse parce qu'aujourd'hui j'ai les deux bébés et c'est pas facile. Oui, voilà, ça allait être quand même ma prochaine question, c'est comment t'arrives à garder le cap du coup entre tes deux enfants et tes deux entreprises? Et alors du coup, le grand truc positif, comme je te disais, c'est que pour les draps, j'ai rapidement trouvé une associée qui vraiment a pris le projet comme si c'était le sien et on est à deux là-dedans. Donc elle a grave géré, elle a investi de l'argent aussi, donc financièrement ça m'a vraiment aidé et soulagée. Ouais. Et pour les habits d'enfants, j'ai aussi trouvé une associée pendant cette année. Donc du coup, pour chaque boîte, j'ai une associée et du coup, ça avance même si je suis pas à fond. Ouais. Mes associés sont mamans aussi, donc c'est cool parce que du coup, on se comprend à 1000% et on sait que voilà, il y a no rush, tu vois, il faut aussi profiter parce que c'est compliqué, une journée de maman. Mais aussi, je me suis organisée Cosimo a continué à aller à sa petite garde partagée. Donc du coup, toute la journée, il est occupé et à partir des 6 mois de Gala, pareil, j'ai pris une nounou et la nounou s'occupe de Gala toute la journée à la maison. Ok. Donc ça me permet de travailler pendant la journée. Et tu vois, mais c'est un truc qui est super chouette et que c'est un beau message à faire passer, c'est que quand on veut lancer un projet, c'est quand même toujours rassurant et toujours bien de s'associer avec quelqu'un. Ah ouais. Tu vois. Et alors, j'ai eu j'ai eu une association qui s'est mal passée à la fin avec ma première boîte, mais malgré ça, je continuerai à me réassocier éternellement vu que je pense que ça t'apporte 1000 fois plus. En étant deux, ça t'apporte 1 million de fois plus et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais en fait, pour moi, c'est une expérience humaine et on partage tout. Et ça rend le truc beaucoup plus vivant que de vivre seul, que de faire seul tes trucs. Je sais pas. Moi, j'aime bien partager. Et puis surtout, j'ai eu de la chance. Je me suis associée vraiment avec 2 nanas que j'adore. Et j'ai pas eu ma première expérience qui s'est mal terminée, m'a pas refroidi pour continuer, quoi. Ouais. Mais parce que au final, ça reste quand même tellement positif. Tu vois, t'as quelqu'un, tu partages les risques. Tu as quelqu'un avec qui, relate, si t'as un coup de mou, ou t'as quelqu'un qui peut te uplift, tu vois, si, tu te sens pas très bien, enfin. On se remotive, Exactement. Tout le monde apporte des choses différentes, on compte sur l'autre et puis ça c'est partager les bons moments, il y a rien de plus fort et partager aussi les mauvais moments, en fait, on se sent pas seul, quoi. On est deux et toujours il y en a toujours une qui a la meilleure réponse une réponse auquel on n'avait pas forcément pensé.
on se complémente beaucoup et je pense que c'est à ça que ça sert aussi. Moi, je monte des boîtes aussi pour profiter de la vie, pas forcément pour après les revendre et être multimilliardaire, mais juste pour enjoy the ride. Si ça peut, mon mari dirait genre c'est ça, si, il faut aussi penser à l'argent, mais c'est aussi, je pense, profiter de ça, de se réveiller le lundi matin et d'être trop content des choses à faire pendant la semaine parce qu'on est content de ça, de notre quotidien. Je pense que pour moi, c'est ça aujourd'hui l'important. Évidemment, il faut qu'à un moment, je gagne de l'argent, mais ça viendra plus tard. Ça allait être ma question. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu arrives à en vivre ou pas encore? Alors non, de mes 2 boîtes que je suis en train de lancer, pas encore, parce que les 2 sont encore à un stade assez... les draps sont pas encore lancés et les habits d'enfants, il y a encore pas mal de choses à faire. On va ouvrir une boutique là en avril. Sympa. Ouais, ça va. Parce que là, pour le moment, c'est via un compte Instagram. Ouais, voilà. Voilà, maintenant c'est en ligne, mais on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup plus les ventes physiques. Quand on faisait des pop-up et tout, ça marchait. Clair. Et du coup, on s'est dit, on va trouver un petit local. Heureusement, les locaux sont pas très chers. Les loyers des locaux sont pas très chers. Donc, on s'est dit, on va faire une boutique et on va voir comment ça marche. Donc, on est en attente de la boutique pour les habits d'enfants et pour les draps, on est en train de les recevoir. Là, elles arrivent du Portugal. Le site est en train de se fignoler. Enfin, c'est pas encore lancé à 1000%, mais pour ma première boîte, à la fin, au bout de 4-5 ans, j'arrivais à me payer quand même assez bien, un bon salaire. Donc, je garde espoir que à un moment donné, je vais pouvoir en gagner. Je vais pouvoir en vivre. Et pour l'instant, j'ai énormément de chance. Mon mari m'aide. Et de toute façon, en plus, tu dois avoir un argumentaire tellement précis et intéressant avec ton background d'avocate que clairement, tu peux pas laisser filer, quoi. J'espère. J'espère que j'ai encore des réminiscences de ma carrière d'avocate qui m'aident. Je sais même pas si j'étais vraiment faite pour être avocate. Ce que je sais, c'est que je pense que je suis assez dans l'action tout le temps. Et puis tu dois avoir quand même une sacrée rigueur. Ouais, une rigueur et surtout une envie. En fait, les 2 projets m'enthousiasment énormément. Comme mon premier, enfin, je suis vraiment, c'est de l'ordre de l'obsession un peu. Enfin, je pense un peu qu'à ça parfois. Et du coup, j'ai une idée très claire de ce que j'ai envie d'en faire et voilà. Et j'ai confiance, en tout cas, un peu en mon intuition pour les 2 boîtes que ça peut être quelque chose qui marche. Bien sûr. Et faire les choses avec amour, avec bienveillance. Je pense que ça paye. En général. Ouais. Écoute, nous quand même, on peut te souhaiter que du succès parce que c'est quand même énormément de boulot. Ouais. Et ajouter à ça 2 petites têtes, encore plus de boulot et on compte pas le mari, mais Denis du coup. J'espère que t'as pas pensé à un chien parce que sinon on s'en sort plus. J'ai un chien. Non, c'est ça le plus drôle, c'est que j'ai un chien. On m'a offert un chien en cadeau de mariage de la part de mes beaux-frères. On t'a offert un chien en cadeau de mariage? Mes beaux-frères et belles-sœurs m'ont offert un chien en cadeau de mariage. Mais quelle idée! Ouais, c'était pas la meilleure idée. Je suis fan de mon chien maintenant, mais j'ai quand même dû faire une pause. On a dû la laisser pendant 1 an parce que j'étais au bout de ma vie du postpartum et donc là on vient à peine de la récupérer. Donc pour moi c'est un signe aussi que tout va un peu mieux vu qu'on vient de récupérer notre chien. Oh la vache. Ouais, c'est pas un bon. On n'en parle pas suffisamment de à quel point un chien c'est pas kids friendly parce que quand ton bébé t'as mis 45 minutes à l'endormir et que juste ton chien marche avec ses petites pattes et réveille ton enfant, en fait tu jettes où il faut le sortir. Déjà un chat, moi j'en peux plus quand il miaule, je veux tais-toi. Bref. C'est horrible. Donc un chien, j'imagine pas. Déjà le chat bref, donc quel conseil tu peux offrir à des mamans qui souhaiteraient se lancer? Déjà de ne pas avoir un chien. Non, plus sérieusement, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat post-bébé ou entre bébés d'ailleurs. Alors déjà, moi je pense que c'est d'être clair avec ce qu'on veut. Tu vois, moi ça m'a vachement aidé de me rendre compte que j'adore être mère, mais j'adore aussi bosser et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais c'est tout un travail d'accepter de laisser son enfant toute la journée. Franchement, j'en ai pleuré de me dire mais pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre est en train de s'occuper de mon enfant, pourquoi je travaille et tout, et ça a été un process de dire mais en fait j'adore travailler, j'adore mes projets et ça me remplit, et après avoir bossé toute une journée je suis à bloc pour m'occuper super bien de mes enfants. Donc je pense que c'est aussi savoir ce que tu veux en tant que femme. Il y a des femmes qui sont totalement 100% fans d'être avec leur enfant toute la journée. Je me suis rendu compte que moi non, en tout cas à cet âge-là, je les adore, mais genre ça me prend beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment d'arriver à savoir ça, d'avoir un projet aussi, un peu un truc où tu te dis c'est ça quoi, c'est ça, pareil, c'est un projet qui t'enthousiasme, qui te donne envie de te réveiller le matin et qui te donne beaucoup d'espoir et
motivation dans ta journée. Qui te stimule juste cérébralement, quoi, qui clairement. Stimule cérébralement, parce que moi, je me suis rendu compte que passer une journée avec un enfant, en fait, il y a plein de beaux moments, mais il y a peu d'échanges, en fait. Il y a peu de... C'est très dans le... Très monologue. Très, voilà. Et puis de les contrôler pour pas qu'ils se fassent mal, pour pas qu'ils truquent. Mais en fait, à un moment donné, t'as besoin d'être rempli, plus que émotionnellement et tendrement et tout. T'as besoin d'être rempli, intellectuellement. Et je pense que, en tout cas, pour moi, monter les boîtes, ça a été ça. Je pense qu'il faut ça. Il faut s'organiser. Au Mexique, on a énormément de chance de pouvoir avoir de l'aide, de confiance à 1000%, de personnes qui sont comme les grands-parents de mes enfants. Enfin, elles sont vraiment toutes adorables et j'ai une confiance aveugle en elles. Du coup, je suis tranquille pour pouvoir aller travailler. Et franchement, de pas se poser mille questions. Moi, pour mes boîtes, j'y suis allée vachement à l'instinct pour toutes. Pas trop se poser de questions. C'est de l'audace. C'est de l'audace, bah ouais. Ouais. C'est clair. Et est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient venir s'installer au Mexique? Eh ben, de le faire. de venir. Non, franchement, Mexico, quand j'ai vu ta question, je me suis dit, c'est difficile à résumer parce que Mexico, c'est plus qu'une ville, quoi. C'est vraiment pour certains, ça peut être un pays, hein. Une ville, parce que Mexico, je la vois comme la ville, mais oui, évidemment, c'est le pays aussi, mais, parce que moi, je vais te parler de Mexico parce que c'est celle que je connais, mais, c'est une ville incroyable. Il fait beau toute l'année. Vraiment, ça, c'est pas anodin, on peut pas le mettre de côté, c'est quand même un énorme avantage. Toute l'année, on est en été, en fait. Il fait chaud, il fait beau. Ça, c'est un énorme avantage. Et le deuxième énorme avantage, c'est les gens, en fait, les Mexicains. Je me suis dit ça un peu en pensant de qu'est-ce qui fait que le Mexique, c'est aussi dingue? C'est, les gens. On est dans une bulle de gentillesse, de douceur, de bienveillance, les gens se parlent, les gens dans la rue s'aident, se regardent, versus, comparé à Paris où j'avais l'impression que c'était une ville tellement solitaire au final où tu te retrouves quand même tout le temps un peu seul. Au Mexique, en fait, t'es tout le temps entouré. Les gens sont vraiment adorables. Et c'est une ville incroyable avec énormément d'opportunités, de l'aventure à 1000%. Il y a plein de choses à faire. Tout est toujours différent. Tous les week-ends sont différents. Et alors, du coup, à titre personnel, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite? De dormir. De dormir la nuit. Non, alors déjà, je pense c'est un peu ma mission de l'année, c'est d'arriver à vraiment retrouver l'équilibre qui a été complètement déstabilisé par l'arrivée de mes bébés. Mais du coup, voilà, un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, amitié et tout, et vie de couple. C'est pas facile à retrouver cet équilibre. On te dit un peu, genre, il faut vite retrouver un équilibre, il faut retrouver un équilibre, mais en fait, c'est genre, ok, mais comment? Et d'y arriver peu à peu. Je pense que là, professionnellement, je suis trop heureuse avec mes 2 projets. Mes enfants, je suis trop heureuse, je les adore. Et mon couple, ça va de mieux en mieux. Mais bon, il faut que tout continue à se rééquilibrer. Donc, je pense que c'est ça, l'équilibre. Eh ben, écoute, moi, je trouve que ce sera super intéressant de faire une suite. Ah, grave. Genre dans 2 ans, à se dire où est-ce qu'on en est. T'imagines? Tu vois, c'est marrant parce qu'on a exactement. Oh non, moi je pense que je rentrerai jamais en France. C'est marrant. Je pense vraiment pas, mais imagine si c'est dans 2 ans, tu sais le truc vraiment genre ok, rien à voir avec ce que j'avais prévu. Je pense que ça serait super intéressant justement de suivre un peu les projets sur le long terme. C'est clair, ça serait trop cool. C'est clair. Ouais. Non, écoute, moi en tout cas, Tessa, je te remercie énormément pour ton temps, pour ton témoignage. Merci beaucoup. J'espère que les 1 an de ta fille vont bien se passer. J'espère aussi. J'espère qu'elle va dormir. J'espère. Qu'elle aura sorti toutes ses dents bientôt. T'imagines? Ah ouais. Et j'ai que les 2 dorment, c'est vraiment le rêve. Ce sera le rêve. Un jour peut-être. Non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci et puis, écoute, on reste en contact. Ouais. À très bientôt pour la suite. Je t'embrasse, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!